Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Africa, oyez. Africa, oyez. Et ceux qui sont du même avis que moi peuvent répéter avec moi, Africa, oyez. On pourrait dire en anglais, Long Life Africa, vive l'Afrique. Et aujourd'hui, nous allons continuer à célébrer l'Afrique. Une Afrique qui gagne, une Afrique positive, que nous voulons promouvoir à travers la construction de cette communauté. Une communauté où nous voyons l'Afrique telle que nous souhaitons qu'elle soit et dont il y a déjà des preuves palpables pour sa construction. Et nous allons revisiter donc les points positifs de l'Afrique. Mais nous n'allons pas seulement nous limiter à l'Afrique francophone, parce que l'Afrique anglophone a également sa façon de s'éveiller. Et pour cette émission aujourd'hui, nous allons continuer dans la même série, avant de, à la fin, ouvrir sur d'autres perspectives, sur les nouvelles approches que nous allons avoir, notamment dans l'Afrique anglophone. Et pourquoi pas lusophone et hispanophone. Donc, vous connaissez la chanson. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà. Vérifiez si vous êtes effectivement abonné. Cliquez sur la cloche de notification. Et surtout, préparez-nous à nous laisser des commentaires. Ce serait important. Mais mettez-nous déjà des pouces. Parce qu'en mettant des pouces au moins, on souhaiterait avoir moins 500 pouces. Pour montrer que la communauté est vivante. Mettez-nous déjà des pouces. Donc, merci déjà de venir sur cette plateforme ou de partager nos idées, ou de partager les constructions que nous avons à faire ensemble. Et nous vous encourageons tous à nous soutenir dans ces cheminements. Et nous vous disons merci. Merci particulièrement à tous nos abonnés. Aujourd'hui, nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Oui, nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, c'est déjà le fait d'un homme. Il y a un homme qui a inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Un nom sans retour. Il s'appelle, et normalement un homme du côté du peuple, il s'appelle Laurent Gbagbo. Nous allons également partir au Mali. Le Mali, ces derniers temps, est à la une de l'actualité en Afrique et même particulièrement dans le monde francophone. En Afrique de l'Ouest, des sanctions sont en train de pleuvoir sur ces pays, mais c'est pour nous signe de bénédiction. Nous allons voir comment ça peut être signe de bénédiction et nous donnons nos encouragements à Simi Goïta. Il y a des très bonnes nouvelles de ce côté, dont je vais vous annoncer tout à l'heure. Et après dans le Mali, nous allons parler du cas de Touadéra. Bravo Touadéra, parce que là, tu continues à marquer des buts à la France, des buts à toutes les positions. Et cette semaine, vous avez eu un échange avec le président Macron, et cela a montré votre statut d'homme politique et même vos capacités intellectuelles en tant qu'un docteur en mathématiques, plusieurs doctorats en mathématiques. Vous avez montré au président français que vous maîtrisez bien l'art de la diplomatie, l'art politique, et que vous avez un niveau académique plus confortable que la sienne. Donc nous allons revisiter également ce cas-là. À partir de là, nous allons également effleurer les autres cas avec la Russie qui est passée maintenant à l'offensive. La Russie n'attend plus seulement que des personnalités qu'on vienne lui demander de l'aide, qu'on la sollicite. La Russie passe à l'offensive. Parce que vous savez, dans le plan de la Russie, il faut sortir de son isolement sur le plan géostratégique mondial. Il faut sortir de son isolement. Nous allons voir comment la Russie, depuis pratiquement les années 2010, après les sanctions, cherche maintenant à sortir de cet isolement, à briser l'embargo qu'on cherche à tisser autour d'elle. Donc ce sont des cas que nous allons revisiter et nous allons parler également des autres cas. Donc si vous avez bien compris les éléments que nous allons aborder, les titres que nous avons abordés dans la prochaine édition, vous connaissez la chanson. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, préparez-nous des commentaires et surtout laissez-nous des pouces. Nous souhaiterons avoir 500 pouces à la suite de cette vidéo. À tout à l'heure. Bienvenue dans cette vidéo où nous parlons d'une Afrique positive. Et dites avec moi Africa, oyez. Parce que l'Afrique est en train de se réveiller. L'Afrique est en train de... Ceux qui sont déjà réveillés sont en train de s'éveiller. Et nous allons parler aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Je viendrai dans une autre vidéo pour parler précisément du pays de la Côte d'Ivoire, pour présenter ce pays, pour présenter ces pays dans ses relations avec les voisins et dans la sous-région de la CEDEAO. Et vous allez comprendre un peu plus sur
sur la Côte d'Ivoire. C'est un pays au cœur de la France-Afrique, mais il a plus une position géoéconomique, il faut le dire là. Et nous allons présenter la Côte d'Ivoire, retenez bien le titre, comme le comptoir colonial par l'excellence de la France-Afrique. C'est un comptoir colonial. La Côte d'Ivoire est un comptoir colonial. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de la Côte d'Ivoire du pays, nous allons parler d'un homme qui a laissé son nom dans les lettres, dans les annales de la Côte d'Ivoire, et que ce nom va encore retentir pendant longtemps dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et pour cela, nous allons dire bravo à Gbagbo. Bravo. Et nous saluons également son principal lieutenant Blé Goudé, à qui nous allons adresser un message, parce qu'ils ont longtemps prêché dans le désert. Ce n'était pas à l'aide des réseaux sociaux qu'aujourd'hui on pouvait retransmettre ces messages à l'infini. Heureusement, à cette époque, ils étaient au pouvoir et ils avaient encore le privilège de la télévision ivoirienne, que certaines personnes pouvaient suivre quelques émissions ou quelques meetings. Mais aujourd'hui, nous attendons qu'il fasse encore de nouveaux messages et nous allons lui adresser une lettre. Nous disons bravo à Gbagbo, mais nous disons également merci. Merci au président Gbagbo qui a su tenir dur, qui a su tenir ferme pendant plus de 10 ans d'incarcération, croyant qu'on devait l'anéantir politiquement, mais il est en train de revenir en force. La preuve en est, on annonce son retour en Côte d'Ivoire le 17 juin prochain. Et cela remue déjà bien la classe politique ivoirienne ainsi que mondiale. Oui, tout le monde s'agite. Qu'est-ce qui va se passer lors de son arrivée et après? Qu'est-ce qui va se casser en Côte d'Ivoire? Les autorités n'ont plus de sommeil de ce côté-là. C'est devenu l'objet de toutes les attentions. Et c'est comme ça qu'on voit tous les partis s'agiter autour de sa venue. Qu'est-ce qu'il représente réellement? Qu'est-ce qu'il va faire? Même les chefs traditionnels se sont impliqués. Une catégorie de chefs traditionnels pour vous dire à quelle importance, quel est l'impact de cet homme dans la vie politique de la Côte d'Ivoire et dans la vie politique des Africains. Et Gbagbo revient au pays et cela nous met beaucoup de baume au cœur. Cela nous donne espoir parce qu'on atteint encore bien ces messages. C'est vrai que 10 années passées au cachot, à la haie, dans le silence, on se demandait qu'est-ce qu'on fait maintenant. Mais il a encore des choses à faire quand il revient là, c'est plus motivant. Et la graine qu'il a sémée 10 ans plus tôt, 15 ans plus tôt, a germé et a donné beaucoup de fruits. Et les premiers fruits qu'on est en train de constater, c'est notamment le cas d'Assimi Goïta au Mali, le pays voisin. Et vous comprenez pourquoi la Côte d'Ivoire est le premier pays à appliquer fermement les sanctions qu'on applique sur ce pays parce qu'il cherche absolument à l'asphyxier. Donc, le Mali est la première graine qui a commencé par germer. Nous disons bravo à Assimi Goïta, nous disons bravo au peuple malien qui se tient droit derrière la révolution, derrière leur prise en charge, qui veut absolument se libérer du joug de la France. On ne comprend pas, les Maliens ne comprennent pas, comme tous les Africains lambda, que la France soit là depuis des années et n'a pu faire ce que la Russie est en train de faire ailleurs. Le peuple soutient la Russie, mais les autorités qui arrivent et se succèdent ne parviennent pas toujours à comprendre le cri du peuple. Pour une fois, on a un président depuis Amadou Touré qui est en train depuis le coup d'État, qui est en train de comprendre le peuple. Et il sait qu'il va répondre à l'appel du peuple. Et nous lui disons beaucoup de courage. Nous ne voulons pas à lui enseigner les règles de sécurité, mais nous savons que lui, en tant que militaire, il sait de quoi la France est capable avant qu'il prenne fonction et même après qu'il ait pris fonction officiellement. Et des bonnes nouvelles viennent parce que nous sommes fiers également, ça nous met du baume au cœur, de comprendre que selon certaines sources, des sources parallèles, pas des sources officielles, des sources parallèles, que la Russie, avant l'intronisation, avant la célébration, avant le couronnement d'Assimi Goïta comme président officiel de la transition au Mali, que la Russie a fait son entrée à Bamako pour cette situation-là. C'est tout à fait normal. S'il a bien pris attache avec la Russie pour sa sécurité, nous lui disons merci et nous lui disons bravo et beaucoup de courage. Parce que c'est comme ça également que Touadéra avait commencé. Il a pris contact avec les Russes d'abord pour la sécurité présidentielle. Et s'il doit sécuriser cette prise de fonction, nous lui disons bravo et que cela continue. Et on ne sait pas jusqu'à l'extension de la coopération qu'il a signée avec les Russes. Mais nous allons voir les choses sur table puisque les Russes aussi sont très peu bavards de ce côté. Nous parlons jusque-là de cette coopération avec la Russie au conditionnel parce que les sources officielles n'ont pas encore confirmé cela. Mais comme aujourd'hui avec les réseaux sociaux, il y a des avatars qui se créent et qui annoncent des choses par-ci, par-là. Mais on peut s'en tenir déjà à cela. Mais nous vous disons, chers Africains,
méfions-nous des avatars. Nous disons merci à Assimi Goïta qui est en train de tenir bon, pas de gesticulation. C'est la France qui est en train de s'agiter. Et les sanctions qui sont en train de pleuvoir sur le Mali sont des bons signes pour nous. C'est une bénédiction. Il faudrait que le Mali en profite de ces sanctions pour pouvoir prendre une étape de plus. C'est même l'occasion, pourquoi pas, de sortir de toutes ces organisations. Qu'est-ce que ces organisations leur ont apporté jusqu'à présent? Rien. Donc, que ces sanctions perdurent et que ça leur donne l'occasion de sortir. Parce que après la CEDEAO qui a pris des sanctions contre ces pays et a laissé d'autres pays et a embrayé avec l'Union africaine. On a vu le cas du Tchad. Le président de la Commission de l'Union africaine, c'est un Tchadien, mais il n'a rien dit sur le cas du Tchad. Pourtant, ils sont aussi en phase de transition. Et une transition même monarchique, plus grave encore. Mais jusque-là, on n'a rien dit. Mais pour le cas du Mali, l'Union africaine est partie à prendre des sanctions. On comprend que tout cela, c'est sous la houlette de la France. L'Union africaine a passé le bras maintenant aux institutions de Bretton Woods qui ont pris des sanctions. Et on a vu même des organisations mort-vivantes, comme l'Organisation internationale de la francophonie, qui, dans son discours de langue de bois, comme dit souvent la France, dit qu'elle n'a pas à intervenir sur les politiques de questions intérieures. Mais d'où vient-il donc qu'elle prenne des sanctions sur le Mali, alors qu'elle ne veut pas s'ingérer sur des questions démocratiques? D'où vient-il? Des pays ont changé la constitution violant les lois démocratiques. Même en France, nous allons revenir sur le cas de la France. La France ne respecte pas elle-même les règles du jeu démocratique. La France fait faux jeu. Nous allons vous démontrer. Si vous voulez en savoir plus, nous allons démontrer. Et rappelez-nous, nous allons venir sur le cas de la démocratie française biaisée. Parce que la démocratie française est une démocratie biaisée. Eux-mêmes ne respectent pas les règles du jeu de leur propre démocratie. Et n'encouragent pas les autres à faire mieux. Donc, nous disons, pour le cas des sanctions qui pèsent sur le Mali, comprenons bien que c'est ce que la Russie avait déjà supporté. La Russie a tiré profit de ces sanctions et s'est mis à se libérer de toutes ces... a pris cela comme des opportunités pour se libérer des pressions internationales. Je vous rappelle que que la Russie ne fait pas partie du Conseil des grandes nations. Elle a payé toute sa dette à l'égard des institutions de Bretton Woods. Elle a payé toutes ses dettes. Et est maintenant un pays libre qui a son propre droit de tirage spéciaux. Donc, nous voulons dire que le Mali peut saisir cette opportunité, pour sortir de ces organisations qui ne lui servent à rien, parce qu'aujourd'hui on se pose la question à quoi servir, par exemple, la force Barkhane là-bas. De deux, ça va lui permettre de se redorer le blason et se concentrer sur la politique intérieure, de se concentrer sur la culture, la production agricole, la production nourrir sa population, comme l'avait fait Amadou Toumani Touré. En son dernier mandat, il avait déjà mis le Mali comme le premier pays agricole de l'Afrique de l'Ouest. Il a mis la population au travail. Ça peut être également une très bonne occasion pour que la population revienne au travail. Parce que c'est ça l'enjeu, le nerf de la guerre. On cherche à vous affamer pour vous imposer des sanctions. C'est tout ce que les pays occidentaux savent faire, pour imposer des sanctions. Mais ils ne sont jamais là pour prendre des mesures, pour vous encourager à travailler. C'est pour cela que quand vous travaillez dans le sens de vous libérer sur le plan de l'autosuffisance alimentaire, ils sont contre. C'est ce que Sankara avait fait. En moins de 4 ans, en 4 ans, il a pu libérer son peuple. Il a donné l'autosuffisance alimentaire à son peuple. C'est la première des choses que nous ne nous trompons pas. Et je l'ai dit pour la République centrafricaine, la chose à faire, vous bénéficiez d'un bon climat, retournons au champ. Que chacun ait une parcelle à produire où il produit sa propre nourriture. Et là, les autres ne sauront pas sur quoi vous taper. On prend des sanctions contre vous parce qu'on sait que vous ne pouvez pas vous en passer. Ça peut faire mal quand vous ne pouvez pas vous en passer. Donc, nous vous disons merci à Assimi Goïta et nous souhaitons beaucoup de courage. Il reçoit également nos prières. Vous savez que nous, les Africains, nous vivons par la foi. Donc, en lui disant que bravo, nous lui accordons tout notre soutien moral et spirituel pour qu'il puisse accomplir à son terme ce qu'il pense de bien pour le peuple malien. C'est un vrai Africain au sens propre. Nous disons merci. Mais nous disons qu'il faut qu'il regarde également du côté de la Centrafrique. Ce que le professeur Touadéra est en train de faire. Actuellement, le professeur Touadéra a eu un échange musclé avec Macron. Ils ont eu un échange musclé. On appelle ça un échange musclé parce que vous connaissez que quand le président français parle aux Africains, il vous considère toujours comme des enfants. Ça avait un ton très paternaliste. Cette semaine, il se pourrait qu'il a pris encore des sanctions, comme c'est tout ce qu'il a fait. Il est passé à exécution. Vous voyez que quand il menace pour le cas du Mali qui va prendre des sanctions, ils ne le font pas. Ils ne vont pas partir du Mali. J'ai oublié de le faire, ça. On va revenir là-dessus. Donc, pour ce qui se passe en République centrafricaine,
Le président Macron a pris des sanctions cette semaine sur la République centrafricaine en gênant des avoirs. Ça veut dire qu'il menaçait depuis, mais jusque-là, il n'a pas menacé sur le même ton qu'au Mali. Il le disait de façon un peu plus courtoise. Cette semaine, donc, il a pris des sanctions et a suspendu tous ses avoirs et a écrit, en justifiant ses écrits au président Touadéra, il a estimé que les Français, il a estimé qu'il y a des mercenaires russes sur le territoire centrafricain. Mais le professeur Touadéra, en bon enseignant, a bien répondu. Ils sont invités par le gouvernement légal en place. Donc, ce ne sont pas des mercenaires qui sont venus à la solde de quelques personnes que ce soit. Ils sont invités par le gouvernement légal et légitime. Et là, la conversation s'est arrêtée. Mais les sanctions continuent à peser. Mais ça n'émeut pas les Centrafricains, ni le président Touadéra. Et nous disons, ça c'est l'attitude qu'il faut adopter face aux Français. Il faut leur dire ce qu'eux ils sont. Nous avons étudié mieux que leur classe politique. Et vous voyez, même si vous regardez le parcours des hommes politiques français, ils ont des parcours un peu parallèles. Ils n'ont pas des parcours dignes de ce nom. Je veux dire qu'entrer à l'université, étudier, avoir un doctorat et sortir, ils n'ont pas un parcours académique normal. Donc, face à des gens comme Touadéra qui sont bien assis sur le plan intellectuel et qui ont une certaine maturité, une expérience de la vie, vous comprenez que la classe politique française ne peut que balbutier. C'est la raison pour laquelle il peut s'agiter avec Assimi Goïta parce qu'on peut le faire basculer parce qu'on estime peut-être qu'il n'a pas beaucoup étudié, et peut-être qu'il est quelqu'un militaire, mais avec la République centrafricaine, on sait que c'est un vrai garçon qu'on a en face. Un vrai garçon tant sur le plan diplomatique que sur le plan militaire. Le plan militaire, la Russie s'en occupe. Mais lui-même, de personne à personne, vous voyez comment il répond aux interviews françaises. La presse française est déjà fatiguée de lui. Il a fatigué la presse française. Parce que tous les petits journalistes qu'on voit maintenant à Bangui, l'interviewer chaque fois, vous voyez la façon de répondre aux questions. Il corrige la question et la repose. On envoie des petits enfants qui, à peine ont eu une licence en communication pour venir interroger un président, croyant l'humilier. Mais heureusement, le professeur reste bien droit dans ses bottes, corrige une question, il la répond comme ça se doit et que ça ne donne lieu à aucun commentaire. Parce que quand il va utiliser la langue de bois, les gens peuvent analyser ça sur différentes façons. Donc il répond une question claire et nette dans un langage clair et simple. Et ça, c'est l'attitude d'un professeur. Nous disons bravo Touadéra et merci. Cette semaine également, il y a eu un incident à la frontière avec le Tchad. Qu'est-ce qui s'est réellement passé à la frontière du Tchad? C'est ici que nous apportons les nouvelles fraîches. Donc, cette semaine, la semaine qui s'est écoulée, les rebelles qui s'étaient repliés au Tchad avec l'onction de la France ont tenté une pénétration en République centrafricaine. Ils ont effectivement soudoyé les gardes frontières qui les ont laissés entrer. Mais la force de frappe qu'il y a eu en face, venant des FACA, appuyés par les Russes, n'a pas été facile pour eux. Si bien qu'il y a eu des pertes de tous les deux côtés. Mais les Tchadiens et les rebelles centrafricains ont rebroussé chemin. Et les autorités tchadiennes ont été les premiers à monter au créneau et à crier au scandale. Mais on attend maintenant la suite. On attend maintenant la suite. Et la suite, c'est que quoi? C'est que comme ce sont des choses que la France se prépare depuis, on vous a bien dit qu'elle avait déjà envoyé armer les troupes de la MINUSCA parce qu'elle croit déclencher également des hostilités de ce côté-là. Elle a pu donc, par cette attaque, tester les forces qu'il y avait en face. Et ça, c'est la première vraie confrontation de la France et de l'Union soviétique, de la Russie en Centrafrique. Ça, c'est la vraie confrontation militaire. Donc, à d'autres que la France se prépare encore bien. Les Tchadiens disent qu'ils vont encore revenir à la charge pour cela, mais le professeur Touadéra a pris l'initiative d'aller à N'Djamena pour négocier. Et le sommet qui va se tenir, le sommet de la paix, nous savons que c'est un sommet inutile. C'est juste pour faire entrer les gens sur le territoire. Donc nous disons merci au professeur Touadéra pour cela. Et nous lui souhaitons beaucoup de courage et nous savons que les choses iront de l'avant. Nous allons également voir dans cette vidéo le cas où la Russie n'est plus seulement un pays attentiste. La Russie passe à l'offensive maintenant et s'intéresse de plus en plus à entrer, à avoir des ports sur la Méditerranée. C'est pour ça qu'elle s'intéresse au Gabon. Ce n'est pas pour rien que la Russie prend les devants et va également nouer des coopérations avec le Gabon. C'est pour avoir une base, un accès sur la Méditerranée, sur l'océan Pacifique. Là, elle sera présente sur les principaux océans du monde. Non seulement dans les mers glaciales, mais également dans les mers chaudes. Non seulement qu'elle est à Cuba, mais elle est très esselée, mais si elle prend pied sur l'océan Atlantique, ce serait déjà un bon pas
sur le plan géostratégique. Donc, pour tout cela, nous vous disons, si vous avez apprécié cette vidéo et si vous avez besoin de plus d'explications, vous pouvez nous laisser dans les commentaires. Je prends la peine de lire les commentaires avant de faire les prochaines publications. Je prends la peine de lire et de répondre de façon un peu diluée à ces commentaires. Merci de nous avoir suivis. Mettez-nous des pouces déjà. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.